Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter la communication interpersonnelle. Comme nous le savons tous, toute relation sociale, personnelle ou professionnelle, elle est automatiquement fondée sur la communication. Que ce soit à travers un salut, un échange, un débat, des questions, etc. Et si le fait de communiquer paraît simple en apparence, le faire de manière efficace est en réalité tout un art. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la communication interpersonnelle et qu'est-ce qu'elle nous apporte? C'est ce qu'on verra tout de suite. La communication interpersonnelle, elle s'établit lors d'une interaction entre au moins deux personnes qui cherchent à échanger des informations ou des émotions par différents moyens. On a déjà vu dans les vidéos précédentes les différents acteurs d'une communication. Et on a parlé de l'émetteur. Alors là, je vais faire un petit rappel rapidement des différents acteurs de la communication. Il y a l'émetteur, c'est celui qui entame la communication. Il y a le ou les récepteurs qui reçoivent ou bien qui reçoivent le message de l'émetteur. Un support, bien sûr, soit écrit, verbal ou électronique. Le codage, c'est la conversion par l'émetteur de sa pensée en langage. Et bien sûr, le récepteur, automatiquement, il doit faire le décodage, c'est-à-dire la conversion par le récepteur du langage en pensée ou bien en concept. Et enfin, la rétroaction, qu'on appelle en anglais le feedback, c'est-à-dire la réponse du récepteur ou bien la réaction du récepteur. Alors, pour une construction du sens de la communication, on aura besoin d'une bonne écoute, de l'empathie, des signes verbaux et non verbaux. Cet ensemble, automatiquement, il contribue à la construction du sens de la communication. Alors juste après, on verra pour chaque élément de cet ensemble en détail. On le verra en détail juste après. Communiquer entre individus, ce n'est pas seulement ou bien simplement de transmettre de l'information ou des informations. Communiquer, c'est aussi établir une relation entre les personnes. Par exemple, parler avec ses voisins, participer à une discussion familiale, discuter avec sa camarade, discuter avec les collègues ou bien supérieurs ou subordonnés. Alors, lors d'une communication, il y a des interactions qui vont permettre la construction du sens par soit des signes verbaux et ou des signes non verbaux. Ce qu'on entend par signes verbaux, tout simplement, c'est le langage. Bien sûr, les interlocuteurs, ils vont employer un vocabulaire, des mots et une syntaxe. L'ensemble, ça constitue la formulation des mots. Et ces signes verbaux, automatiquement, ils appartiennent à différents registres de langage. Déjà, on a déjà vu précédemment dans les leçons précédentes, ce qu'on entend par le registre de langage, c'est le familier, le courant et le soutenu. Bien sûr, le registre de langage, il doit être adapté à la situation de communication selon, bien sûr, la nature et le statut du récepteur. Les signes non verbaux, ou bien qu'on appelle aussi le paralangage. Il y a tout d'abord l'image donnée avec son corps, par exemple la tenue vestimentaire. Il y a la posture, c'est les gestes et attitudes de l'individu. Il y a les mimiques, c'est les expressions dégagées par le visage. Et bien sûr, il y a le regard. Alors là, il faut faire attention entre ce qu'on appelle l'écoute et l'empathie. Il ne faut pas mélanger les deux, parce que lorsqu'on parle d'écoute, c'est le fait d'être attentif à l'autre, de répondre à ses sollicitations et de pouvoir être disponible pour lui répondre. Par contre, quand on parle de l'empathie, c'est le fait de vouloir connaître l'autre personne, de s'en approcher en faisant preuve d'intuition et d'affection. Alors, au moment d'une communication, qu'on soit émetteur ou bien récepteur, on cherche toujours à interpréter l'ensemble de tous les signes verbaux et non verbaux qui sont échangés d'une façon inconsciente. Et bien sûr, on l'évalue.
C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à nos signes. Les individus, ils s'intéressent sur le sens porté sur ces expressions, sur le regard, sur la posture, sur le sourire. Et c'est l'interprétation de ces signes qui conditionne la qualité et le sens de la communication. Une mauvaise interprétation du sens des mots, de la perception des signes, il peut entraîner des malentendus, des quiproquos ou bien des conflits. Alors, lors de la communication, il y a l'identité des acteurs. L'identité, elle correspond à l'ensemble des éléments qui font d'un individu un être unique. Elle est directement liée à la personnalité et au comportement. Il ne faut pas oublier que son rôle elle est décisif dans la communication interpersonnelle. Chacun, bien sûr, il communique en fonction de son identité. Celle-ci, elle se forge à partir de plusieurs facteurs qui vont influencer la compréhension des messages ainsi que les réactions face à ces messages. Par exemple, il y a le comportement. Le comportement, c'est la manière d'agir face à une situation. La culture, c'est l'ensemble des usagers, des savoirs, des expériences propres à un individu. L'attitude, ce sont les sentiments, les croyances éprouvées face à une situation. Les valeurs, ce sont les grands principes d'ordre moral, par exemple la liberté, l'égalité, etc. Et enfin, il y a la personnalité. Et quand on parle de personnalité, c'est l'ensemble des traits de caractère d'une personne. Par exemple, introverti et extraverti. J'explique ce qu'on entend par introverti et extraverti. Un introverti, c'est tout simplement, c'est la personne qui est principalement préoccupée par ses propres pensées et sensations plutôt que par des choses extérieures. À l'inverse de l'extraverti, c'est quelqu'un qui est préoccupé par des choses externes ou des considérations qui sont objectives. Le comportement et la personnalité ce sont des acteurs qui influencent la communication interprofessionnelle. La manière d'être, de s'exprimer, mais aussi de s'habiller, de se présenter, sont des éléments qui sont propres à chaque individu et qui constituent son comportement. Mais le comportement d'un individu, il varie en fonction de son état physique et psychologique. Quand on parle de l'état physique, par exemple, pour communiquer, il ne faut pas être fatigué, car cela peut entraîner automatiquement un manque d'écoute et de réactivité. Pour l'état psychique ou bien psychologique, c'est quand on parle, par exemple, quand il y a une nervosité, du stress, ceci peut venir perturber la communication et entraîner des malentendus ou des conflits. Ceci au niveau du comportement. Pour la personnalité, les traits de caractère qui définissent la personnalité, ils donnent un profil à chaque individu. La personnalité, elle se forme également avec l'acquisition des connaissances, la découverte du monde qui nous entoure, par exemple les arts, les sciences, les techniques, le sport, etc. Alors, personnalité et comportement, tous les deux, ils définissent l'identité des acteurs. Chacun d'entre nous, il communique avec son identité qui est caractérisée à la fois par son comportement et son attitude. Ses représentations mentales, ses valeurs, sa culture et sa personnalité. La communication, c'est aussi respecter des normes. Je m'explique. Pour faciliter la communication, lui donner un cadre de régulation, d'harmonie et d'entente, chaque culture et chaque groupe social a introduit des normes, c'est-à-dire des codes et des rituels compris et partagés par l'ensemble d'une communauté. Je donne des exemples de rituels et bien sûr leur rôle avec des exemples. Par exemple, les rituels de salutation,
Ce sont les salutations qui représentent l'accueil. On peut saluer de différentes manières, soit par des signes de la main ou un serrement de main. On peut dire bonjour, bonjour, comment allez-vous, bonjour, ça va, etc. Il y a les rituels de présentation. C'est le fait de se présenter ou être présenté qui permet de repérer une personne en particulier et de se faire connaître. Par exemple, on peut dire permettez-moi de vous présenter, je te présente, d'accord? Ou bien carrément une auto-présentation. Il y a les rituels de remerciement. C'est un signe de satisfaction, de reconnaissance par rapport à un geste, ou une parole, ou une action que l'on a vraiment apprécié. Et enfin, il y a les rituels de séparation. La séparation, c'est la fin d'une communication qui est ainsi clairement exprimée par soit au revoir, à bientôt, salut, à demain, par exemple. Communiquer, c'est aussi construire du sens dans un contexte particulier. Le contexte dans lequel a lieu la communication, automatiquement, il influence directement la nature et la compréhension du message. Le contexte, c'est d'une part un territoire et un espace, et d'autre part un moment dans le temps, où chacun intervient en fonction de son statut, de son rôle, de sa place et du type de relation qu'il entretient. Les caractéristiques physiques du contexte dans lequel la communication a lieu, il induit la qualité des échanges. Alors, qu'est-ce qu'on entend par territoire et par espace? Le territoire, ce n'est autre que le lieu où se déroule la communication. Par exemple, les bureaux dans une entreprise ou bien dans une société. Par contre, l'espace, c'est l'espace entre les différents interlocuteurs. Par exemple, lorsque le PDG il prend l'ascenseur, automatiquement les employés ils vont s'écarter un petit peu de lui de quelques mètres. Alors, comme vous le remarquez dans ces trois exemples, nous avons une table et deux chaises. Et selon l'agencement de ces chaises autour de la table, automatiquement, il y a une influence sur la perception par les participants de la situation de communication. Alors, pour le premier exemple, quand vous avez une chaise en face de l'autre, là, on part d'une confrontation. Par contre, s'il y a les chaises qui sont l'une à côté de l'autre, mais avec une certaine distance, on part de coopération. Si les chaises sont presque dans le même niveau, ils sont très proches, là, on part de collaboration. Alors, le temps, c'est un enjeu qui est très important dans la communication. Le délai de réaction à la réponse, automatiquement, il induit la qualité des échanges. Quand il s'agit d'une communication en face à face, bien sûr, la communication il est immédiate, les signes verbaux et non verbaux sont décodés. Par contre, pour une communication qui est à distance, la communication, elle risque d'être déformée du fait que il se peut qu'il y ait une malinterprétation des signes non verbaux. Des caractéristiques personnelles, ils peuvent jouer sur le contexte de la communication, tels que le statut, le rôle, la place et le type de relation des deux interlocuteurs. Alors, le statut, c'est quoi? C'est tout simplement c'est la position sociale qui est reconnue par les autres. Par exemple, je vais prendre l'exemple du directeur financier d'une société ou bien d'une entreprise. Alors, son rôle, c'est quoi? C'est l'attitude adoptée en relation avec son statut. Le directeur financier, il est chargé de la mise en place de la stratégie financière de la société. Sa place, ce sont les différentes fonctions remplies en relation avec le rôle et le statut. On sait très bien que la fonction financière, c'est la place centrale dans une société car elle est déterminante pour l'avenir et la survie de la société. Ce directeur financier, il peut établir différents types de relations. On parle de relations formelles lorsqu'il s'agit de sa relation avec son assistant.
Une relation informelle, par exemple, la relation de ce directeur financier avec un de ses chefs comptables. Et enfin, il peut avoir des relations de coopération. Par exemple, sa relation avec le directeur commercial de la société. Dans toute communication, chacun a tendance à influencer l'autre. L'influence, elle s'exerce à l'aide des différents ressorts de façon consciente ou inconsciente, par exemple en utilisant l'argumentation. Alors l'argumentation, ce n'est autre qu'une action qui a pour but d'affirmer ou d'utiliser des raisonnements pour influencer une personne ou un auditoire. Alors l'influence, c'est l'une des fonctions de la communication. Elle relève du besoin naturel de partager du sens et de convaincre. Elle utilise des stratégies conscientes ou inconscientes. Je vous donne certaines formes d'argumentation. Il y a l'argumentation logique. On parle d'argumentation logique lorsqu'il s'agit d'une démonstration logique basée sur des faits ou des événements. Par exemple, soit une démonstration mathématique ou juridique. L'argumentation affective, elle mobilise les sentiments d'attachement de la personne envers d'autres personnes. C'est le fait d'être culpabilisé, de ne pas venir, par exemple, à une fête familiale. L'argumentation émotionnelle, elle est employée pour provoquer une réaction physique forte, éprouvée comme un trouble intense. Par exemple, le dégoût, l'attirance, la haine, l'amour, etc. Et enfin, l'argumentation d'appartenance. Elle est exprimée pour mobiliser les membres d'un groupe, faire appel aux idées communes et provoquer des opinions semblables. Par exemple, le fait de parler d'une chanson de ralliement dans un groupe syndical ou un groupe sportif.